tranquillement, voilà, c'est marché. Ok. D'accord. Là, tu fais une petite intro où tu présentes. Bah, écoute, je vais dis, te demander comment tu t'appelles. Les autres, telle date, interview, machin. Ok. Voilà, tu me dis ton nom. Comment, en fait, ton prénom, c'est quoi? Alors, là, Qu'est-ce que tu fais? ah ben, je communique. Ah, qu'est-ce que c'est que cette langue? Je communique sans les mots. Lési, Lési, c'est je ce que tu m'as dit. suis. Lési, je suis. Et qu'est-ce que ça veut dire, Lési? LESI, laboratoire expérimental du son et de l'image. Et ton prénom, c'est quoi? Vidéal. Vidéal parce qu'en ce moment, j'utilise des images animées, ce qu'on a appelé les vidéos. Ouais. Moi, j'appelle Vidéal parce que vidéo et mix avec musical, Ouais. ça fait vidéal. Ah. Et puis c'est plus, ça propulse plus que vidéo. Vidéo, ça tombe. Vidéo. Alors vidéal, on est un peu en musical, dans le expérimental. La terminaison, je la trouve plus. Ça fait longtemps que tu as trouvé futur. ce mot de vidéal ou bien Bah, vu que ça fait un an que je fais ça ici à Solidarité, ça fait un an que je fais ça, ou moins que je pense à ça, quoi. Ouais. Sinon, les images que je montre à Solidarité, c'est des images de 45 ans de vie. 45 ans de vie? Tu as 45 ans? Moi, j'ai 60 ans. Et alors, pourquoi tu dis 45 ans de vie? Bah, je commençais à faire des images à 15 ans. Ouais. En vendant du shit. Pour Ouais. payer de la péloche. Ouais. Et payer le labo, parce qu'à l'époque, il fallait l'amener au labo, payer le labo, payer la péloche. Et puis, ben, quand j'ai vendu assez de shit, j'ai laissé la clé tomber. Et j'ai continué à faire des vidéos, Et des tu images. dis 45 ans de vie parce que tu as l'impression qu'avant tu ne vivais pas? Non, 45 ans que je commence à faire des images. Ouais, je me suis dit, 45 voilà. ans d'image. Ouais, j'habitais à Vèze, je venais d'avoir mon premier appart. Ouais. Puis je me suis dit, tiens, vu que j'aime bien regarder la télé, les reportages et tout, j'ai vu qu'il y avait une initiation au VHS à la MJC Mon Plaisir tous les mercredis après-midi. Ouais. Donc j'y suis allé. On a commencé à faire un petit peu de montage, écrire des petits scénars, faire des petits tournages, tout bébête, basique, hein, comme dans une initiation au VHS, c'était en 1986. L'année de Tchernobyl. Oui. Exactement. Et de fil en aiguille, à la MJC Mon Plaisir, il y avait un objecteur de conscience qui était un pote, qui était batteur dans un groupe de jazz. Ouais. Qui m'a dit, Christophe, vu que t'as plein de potes qui font de la zik et que t'aimes bien aller au concert, sans rien dire à la MJC, viens le samedi soir en bagnole, on prend tout le matos des troisième années de vidéo, qui sont du matériel professionnel, c'était des caméras Sony Tritube, une petite régie d'effets, un vidéoproge, des pieds pour les caméras, et on va se faire les festivals des alentours. On a fait festival de Craponne, captation de tel groupe à tel endroit. C'est ce pote qui t'a mis le pied à l'étrier. Ben, c'est du moins, moi je savais pas que je pouvais monter à cheval. J'ai trouvé le cheval à la MJC Mon Plaisir, et lui il a mis des étriers sur le cheval, quoi. Génial. Et au départ, c'est les images de la télé qui t'ont fasciné. Ben je me suis dit, moi je suis téléphore, téléphage, j'adore ça depuis tout le temps. Depuis que je suis Et à l'époque, c'était quoi les types d'émissions qui t'impactaient au niveau? Ah ben j'en ai encore vu une hier. Ouais. Tac au tac. Ah, tac ou tac. Tu te rappelles? Ouais, C'était des joutes, des espèces de cadavreski entre Gottlieb, tous les grands dessinateurs là, qui dessinent les Schtroumpfs, qui dessinent Boulet Bill, qui dessinait Gaston Lagaffe, qui dessinait. Puis moi, je suis passé en dessin pour me rappeler de tous. Par contre, t'aimes beaucoup la BD. Ben, on pourrait presque dire que de toute façon, la BD, c'est l'ancêtre du cinéma et de la télé. Donc on est sur des plans. Tu vois ça comme ça. Ah bah oui, parce que quand tu regardes avant de faire un film, tu sais, on dessine tous les plans, le storyboard. Quand tu regardes un storyboard, c'est une vraie BD. Hein. C'est une vraie BD où il y a les mouvements, on décrit tout ce que va être l'image. Donc pour moi la BD c'est l'ancêtre du cinéma, de la vidéo, et puis l'ancêtre de la BD c'est tout ce qui était dessin dans les grottes.
Ah bah oui, et tout ce la qu'on soie appelle et maintenant du compagnie. land art, que nos ancêtres préhistoriques faisaient sans que ça s'appelle du land art, vu qu'ils avaient que ça comme outil. Et donc tu aimes la sobriété de la BD, le fait qu'il y ait des traits, des bulles, tout ça, ça te plaît? Je trouve ça trop Tintin, par trop exemple. limité, on va dire. Ouais. La BD, je trouve ça trop limité parce qu'il y a des bulles dans lesquelles il y a un texte, des cases dans lesquelles il y a des bulles et des images, Voilà. et puis des planches dans lesquelles il y a des cases avec des bulles et des textes. Ah, C'est-à-dire qu'on a déjà trois frontières, et comme là, ici, sur Très Collectif, pendant le festival BD, moi j'avais une phrase que je disais tout le temps, à Très Collectif, on crève les bulles, on casse les cases et on déchire les planches. Avec l'image de prendre une planche en bois et de la déchirer, mais c'est la planche BD, c'est pas la planche en bois. bon, ce que je veux dire, c'est que l'image, elle casse les frontières, Oui, voilà, elle mélange les secteurs. Il faut la BD classique comme on la connaît, comme elle est peut-être posée par certains artistes ici, comme l'avait fait Laurent Heller, puis la personne qui est là, mais il faut aussi lui laisser un hors-champ, c'est-à-dire qu'elle vive plus large que ses frontières à elle, quoi. Qu'elle sorte de ses cases. Ben, c'est ce qu'a fait Gottlieb avec la petite coccinelle qui était à côté en train de commenter sûr, tout le temps. Bien sûr. Ce côté où elle n'est amoureux pas avec de nous, elle n'est tout, pas dans la d'accord. case, elle est Ouais. entre les deux, quoi. D'accord, c'est un peu ce que faisait Tintin, Hergé avec Milou, qui se balade, Ou qui parle, ou qui a une réflexion, du moins. Après, tu prends Hergé comme exemple, c'est tellement une marque ou un tampon de la BD, Hergé, que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais à l'époque, nous, on aimait bien aussi Bouquinet Vipère, Flic Glacial, L'écho des savanes, oui, ces bouquins des années 80, fin 80, début 80. Ah bah, rubrique à braque d'un beau dossier, pilote Puis matin. Pif Gadget, ça a toujours été mon magazine que j'ai eu quand j'étais petit. Ouais. Donc moi je suis rincé au Pif Gadget, les premiers gadgets à monter, c'est peut-être pour ça que j'étais accessoiriste après, que j'ai fait des effets spéciaux de cinéma, j'en sais rien. Mais ça m'a bien... Donc tu penses quand même que la BD t'a amené au cinéma, quoi. Peut-être de manière, sans y réfléchir trop, on pourrait dire que ça peut être un des processus classiques. Et alors le cinéma, qu'est-ce qui t'a... Voilà, comment tu as avancé Moi le cinéma, ce qui m'a fait rentrer dedans, ouais. c'est d'être accessoiriste. Ah, très intéressant. C'est-à-dire, tu as un pied avec le comédien, tu as un pied avec la mise en scène, un pied avec la technique et un pied avec le texte. D'accord, et tu connais Là, vraiment donc, très bien, tu as une expérience d'accessoiriste. Combien de temps tu as été Si tu fais un mauvais accessoire, ben, un comédien ne sera pas aidé pour jouer, il sera même perturbé. Alors que par exemple, pour La Mère Christian de Myriam Boyer, là, son premier film où elle jouait, réalisait et produisait, elle m'a demandé de lui faire une soupe à l'oignon, elle espérait qu'elle soit comme elle l'avait mangée. Et moi, vu que c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire la soupe à l'oignon, ben, je l'ai faite, elle a joué, et après qu'on ait shooté la scène, elle est venue vers moi, elle m'a dit, mais vraiment Christophe, comment ça se fait que tu connais cette soupe à l'oignon? C'est la même que je voulais. J'ai dit, bah ouais, parce que ma grand-mère fait d'ici. Et elle était bonne. Ah bah oui, puis c'est la même que je fais tout le temps. Et t'es resté combien de temps accessoiriste? Bah je sais pas si j'ai arrêté. Pardon? Je sais pas si j'ai arrêté. Ah, tu penses que tu fais toujours. Et je suis resté une vingtaine d'années en tant qu'accessoiriste théâtre, opéra, cirque. T'as été accessoiriste pour le théâtre et théâtre l'opéra de aussi? rue, défilé de mode. Puis tout ça m'a amené à me dire aux accessoires, il y a une partie qui est vraiment intéressante, c'est les effets spéciaux. Donc après, je me suis spécialisé dans ce qui était effets spéciaux. Vent, pluie, neige, feu, explosion, donc effets spéciaux climatiques et pyrotechniques. Ça doit être très complexe. C'est un métier passionnant. À partir du moment où tu as un réalisateur qui t'a appelé, que tu as lu un scénar, c'est que tu sois en train de dormir, de faire à manger, d'aller chercher tes enfants à l'école, aux chiottes, tu le penses tout le temps. Ah oui? Ah bah ouais, c'est quelque chose que tu... Ça n'arrête pas avec la mémoire. Et puis il faut arriver à concilier la sécurité, la réalisabilité des pensées du réalisateur, c'est-à-dire le côté créatif, et puis que ça rentre dans l'enveloppe du producteur, c'est-à-dire que ça dépasse pas
l'enveloppe allouée. Et est-ce que tu as pu, en tant qu'accessoiriste, beaucoup échanger avec les différents métiers, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, tous ces gens très différents? Tu as pu échanger avec tout le monde? Ce qui est bien quand tu es aux effets spéciaux, c'est que tu prends sur le réalisateur, c'est-à-dire qu'il y a plein de moteurs à action, c'est toi qui dis. C'est le superviseur des effets spéciaux qui prend la main sur le réalisateur, c'est que le réalisateur lui dit je te donne la main. Et c'est toi qui réalises cette séquence-là parce que tu sais ce qui va s'enchaîner, où il faut regarder avant pour pas qu'il y ait un tel qui soit volé, si ça c'est bien arrivé là où il fallait pour déclencher l'autre chose. Et ça de le dire à quelqu'un d'autre qui est lui en plutôt 5 mois de tournage, voire 2 années de préparation, puis encore la suite, ça serait lui demander qui risque d'avoir un accident. Et justement, tu parles d'accident, est-ce que ça t'est arrivé que ça merde? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des accidents et d'avoir peur en disant ça va mal se passer? Alors, d'être angoissé. Pour un film, à chaque fois que j'arrivais sur un tournage, j'avais de quoi faire 3 prises. Ouais. Une si jamais c'était la comédie qui foirait, une si jamais c'était un problème technique, que ce soit problème de chargement de caméra, poil dans la fenêtre, un projecteur qui s'éteint ou je ne sais quoi, et une si jamais c'était moi qui le faisait mal. D'accord. Et bien souvent j'étais assez, comment on dit, frustré, parce que ça marchait du premier coup. Et moi je réclamais tout le temps un deuxième coup, ça fait quand même 15 jours que je prépare tout ça, si c'est pour que ça dure 4 secondes ou même pas une minute, on peut se payer le luxe d'avoir une deuxième version pour vous au montage, et vous serez content de vous dire bah tiens on a 2 versions, fais voir laquelle on peut prendre, donc ça vous donne du choix. Et en plus le luxe pour moi de me dire bah je l'ai fait 2 fois plutôt que de le faire qu'une, puis c'est fini, quoi. Et est-ce que ça t'est arrivé d'être obligé de faire 3 fois, puis ça bâchait 3 fois? Bah oui, mais alors c'est qu'on a beaucoup de temps. C'est surtout l'assistant réal qui dit, au lieu de dire bah Christophe, génial, on a encore 5-6 plans à faire derrière, vu que ça a été enquillé en 1 heure alors qu'on avait prévu une demi-journée, merci, on peut récupérer le retard qu'on avait pris sur les autres jours de tournage. Et tout le monde en était content, quoi. D'accord. Mais de faire les trois coups, oui, parce qu'il y a des réalisateurs qui sont comme Chabrol qui se pose, qui sait que lui il a toute la vie, il est là pour ça, il est pas. Tu l'as rencontré, Chabrol? Une prise près. Ouais, moi j'ai fait la pluie sur Une femme coupée en 2. Ah bon? Au pôle Pixel, d'ailleurs, ça s'appelle le pôle Pixel. Et alors, tu peux nous en parler de ça? Ah Chacha, comme on l'appelle sur le plateau, il est assis tranquille dans son fauteuil, il laisse tous les jeunes travailler. Ah ouais? Tous les jeunes travaillent, même font des prises à sa place. Puis à un moment il dit ça y est, vous avez fini de vous amuser, j'en fais une moi. Et puis après lui il shoot sa prise, mais c'est même pas celle qu'il risque de prendre. Ah c'est-à-dire qu'il est il est Chabrol, quoi. Ou il était Chabrol. Ouais, non, c'est intéressant. Il a plus besoin de se dire oui c'est moi qui réalise, j'ai encore envie que ce soit bien mes plans. Non, au contraire, il donne le standing qui permet d'avoir, par sa production, par sa renommée, à des jeunes qui sont là, qui font partie de son équipe, de pouvoir s'exprimer, de prendre le relais. Il passe le relais avec un fondu enchaîné, quoi. Il le lâche pas tout de suite, il est encore là, il pourrait très bien rester chez lui, puis il est comme ça. Il dit aux jeunes, vas-y, réalise ce film, je te file l'idée. Non, vous savez, le cinéma c'est un métier passionnant, on le lâche pas comme ça. Hein. Et alors justement, ça t'a beaucoup plu ce boulot d'accessoiriste, ou t'avais envie de faire un autre boulot dans le cinéma, parce qu'il y a 40 000 boulots? J'ai eu la chance d'avoir fait un peu tous les autres. Ah bon? Oui. Mais j'ai choisi d'être superviseur des effets spéciaux. C'est le seul qui reste le plus fou, quoi, qui recrée le climat. Le vent, la neige, la pluie, le givre, la brume. Donc il faut te rapprocher de la nature, quoi. Et il faut vraiment être... Puis quelque part ça peut être un peu boucler la boucle. Moi j'ai fait beaucoup de land art. Du land art. Qu'est-ce que c'est? Du Portugal à la Russie. Le land art, tu t'arrives en pleine forêt, en pleine montagne, au bord d'une rivière, avec ce que t'as. T'essayes de faire comme quand tu fais de l'art, c'est-à-dire de visualiser, de bloquer avec des matériaux locaux une image qui va faire que n'importe quel être vivant qui se trouve en face réfléchisse. Ah bon? Que ce soit un mammifère, que ce soit un oiseau, que ce soit un écureuil, que ce soit un lapin, que ce soit un renard, que ce soit une poule, que ce soit un hibou, un serpent, un ver de terre, une fourmi, ils vont voir que c'est pas la nature
qui a fait ça parce qu'ils connaissent la nature, qu'ils vivent dedans 24/24 et qu'ils en viennent et qu'ils en sont, mais qui a peut-être par l'odeur. Tu parles aux animaux en quelque sorte. Ouais, ben les premières expos que j'ai fait, je les ai fait en land art avec des animaux. Mes visiteurs, c'est les animaux. Et tu sens que les animaux... Ah ben tu y restes un jour et tu regardes, tu te caches. C'est un peu comme les caméras qui se cachent. Tu te caches, t'attends, tu regardes, tu te mets face à ton œuvre, bien aiguisé, bien caché, et tu vois tous ceux qui défilent devant, comme dans une galerie, et qui se grattent le museau, qui font 4 tours, qui grattent un peu le sol, qui sentent, qui s'approchent, qui se reculent, qui interagissent avec un autre mammifère, un autre animal que je suis, que nous sommes. Ah, génial. Et c'est comme ça qu'après, on peut être déçu quand on est dans une galerie, parce qu'on trouve ça incarcératif. Hein, on est un peu incarcéré dans une galerie. Alors que la première démarche, c'est déjà de le faire dans la nature. Hein. Même si tu as envie d'être naturiste, tu peux le faire en hyper symbiose avec la nature. C'est-à-dire, comme ceux qui vont regarder ce que tu es en train de leur proposer, c'est tu te mets dans le même état ou dans le même habit que la nature t'a donné, c'est-à-dire nu, comme eux ils le sont, ou à poil, comme on dit. T'as plus ta peau et tes poils, il n'y a plus besoin d'avoir de tissu, d'habits ni quoi que ce soit. Là, tu es vraiment en symbiose avec ce qui fait que tu es là. Quoi. Et donc, je vois pas comment il faut sentir vraiment la nature. Et puis ils vont sentir que c'est par un des leurs. Et c'est surtout ça. Et toi, tu l'as ressenti, ça? Moi j'ai découvert le voyant parce qu'au départ, je dis tiens, qui est là on m'a dit fais des photos, tu les montreras quand tu reviens. J'ai jamais voulu faire de photos. Ouais. Et je dis t'avais qu'à être là ou t'as qu'à passer par là, même si je suis plus là. Je dis qui est là pendant que je suis encore là? Tiens oui, les animaux qui habitent là d'habitude, vu que je suis chez eux. Donc je me suis posé un peu sur plusieurs jours, j'ai attendu, je suis venu voir, comme quelqu'un qui garde sa galerie, quoi, comme un gardien de galerie. Et par contre, j'ai pas pu leur expliquer. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que si tu leur expliques, tu les fais fuir. Et ça va être une bonne comparaison avec l'être humain, parce qu'effectivement, l'être humain, on peut le faire fuir par les paroles, ou on peut le faire rester avec des paroles. Donc le côté manipulatoire de la parole est à omettre, on l'enlève. Et c'est notre spécificité humaine. C'est clair. C'est-à-dire qu'on devient tous muets, et du coup, on va chercher d'autres sens pour communiquer, d'autres vibrations, et d'autres sens. Écoute, merci Christophe, c'est vraiment passionnant. On va peut-être arrêter là. Si tu veux, on peut faire des épisodes. Hein. Voilà. On va dire que ça, c'est... En tout cas, je te remercie. Là pour le premier épisode. Allez, on va arrêter.